Bien, merci à tous d'être présents. Ça me fait plaisir de vous présenter les travaux qui ont été faits là, dans le cadre de certains stages MITAX, dans le cadre de Mission Mine Autonome 2030. En fait, je vous présente des travaux qui n'ont pas été faits nécessairement juste par moi. Là. En fait, c'est les travaux surtout de deux étudiants, ex-étudiants là, qui ont maintenant gradué, Youssef Toubri et Alban Duvernois. Et ça fait plaisir de voir Alban dans la salle. Donc, s'il y a des questions spécifiques, il va peut-être pouvoir répondre. Et je voulais aussi mentionner la part de mes collègues, Mostafa Benzazoua de l'UQAT et nos partenaires industriels, Geneviève Pépin de Newmont Mines-Éléonore et Raphaël Mermillot-Blondin de Mines-Agnico-Eagle. OK, je peux le présenter. Bon, je pense que pour le contexte, là, on est rendu en fin de journée, on a entendu parler beaucoup. Vous savez que la performance environnementale des opérations minières, c'est devenu une préoccupation importante et pas seulement limité à la fermeture d'une mine, mais tout au long du cycle minier. La raison de ça, c'est qu'il y a des attentes évidemment grandissantes là, de la part des parties prenantes, que ce soit les communautés, les investisseurs, même les employés et les clients là, s'attendent à des meilleures performances au niveau environnemental. Quand on parle d'environnement minier, c'est sûr que ça inclut aussi des gens de différentes disciplines qui ne parlent pas nécessairement toujours le même langage, mais il y a quand même un point en commun à travers tous ces gens-là, ce sont les données. On a besoin de données sur lesquelles travailler. Puis, ça a été évoqué, là, je pense, dans toutes les présentations aujourd'hui. Donc, c'est là-dessus aussi qu'on va continuer à travailler. Donc, on observe qu'il y a vraiment un besoin d'intégration de ces données-là pour améliorer la performance environnementale et le processus minéral au complet. Donc, Alain m'a parlé quand même pas mal là, dans la programmation Vision MMA 2030, il y a un axe, je pense que c'est ça le pointeur, là, ouais, qui est ici, qui s'appelle Plateforme intelligente de valorisation du processus minéral, et c'est là-dedans qu'il y a quand même plusieurs projets là, associés à l'environnement minier. L'axe a été divisé en 4 grands thèmes qui sont identifiés en bas ici, optimisation de la chaîne minérale, géométallurgie, modèle analytique et prédictif, jumeaux numériques. Et ce qu'on voit, c'est qu'ils veulent ici couvrir vraiment tout le cycle minier de la prospection jusqu'à la période post-fermeture lorsqu'on a suivi environnemental. Et ce qu'on vise vraiment, c'est l'utilisation de la géométallurgie, que ce soit de l'exploration jusqu'à la restauration pour valoriser ces données, puis amener une meilleure profitabilité et une approche innovante, systémique et intégrée. Donc, si on reprend les 4 thèmes, différents projets là, ont été développés pour chacun des thèmes et je vais vous présenter un aperçu quand même très rapide de certains projets. Donc, dans le thème 1 qui s'appelle « Optimisation de la chaîne minérale », je vais vous présenter rapidement là, un projet qui est sur l'optimisation de la gestion des stériles via la modélisation géo-environnementale. Dans le thème 2, on va avoir 2 présentations de projets. Donc, moi, je vais vous présenter un projet sur le recensement des outils et technologies de logage automatisé. Et il va y avoir une présentation plus tard au courant de la journée par Benjamin de Castro aussi qui s'insère dans ce thème-là. Et dans le thème 3, modèle analytique et prédictif, il y a la présentation de Juan Zuniga qui est juste après moi, qui rentre là aussi dans le thème 3. Puis dans le thème 4, on n'a pas encore de projets pour l'instant qui sont démarrés. Donc, allons-y avec le thème 1, le projet 1, pardon, sur l'optimisation de la gestion des stériles via la modélisation géo-environnementale. C'est un projet qui a été réalisé par Youssef Toubri lorsqu'il était étudiant au doctorat. Ça a été fait dans le cadre d'un stage MITAX avec Newmont Mines-Éléonore. Donc, le stage a été sous la supervision de André Poirier, Geneviève Pépin et moi-même. Et ça l'a amené aussi une publication scientifique qui est identifiée ici. Donc, le projet... je veux dire, ça touche vraiment bien là, ce qu'on a vu précédemment là, au courant de l'après-midi. Un des objectifs, c'était de modéliser spatialement la distribution d'un élément potentiellement contaminant. Dans le cas spécifique de ce projet-là, c'était l'arsenic, dans le but de mieux ségréguer les stériles lors de leur extraction et de leur déposition dans les aires d'entreposage. Comme on l'a mentionné, les stériles, ils peuvent être très hétérogènes, autant au niveau géochimique que physique. Et lorsqu'on les place tout ensemble dans une pile,
même si on a des zones, disons ici, qui sont peu réactives, puis des zones qui le sont plus, lorsque l'eau passe à travers, bien, le total devient contaminé, même si ce n'est pas toutes les particules qui causent la contamination. Donc, l'idée, c'est de voir est-ce qu'il y aurait moyen de mieux séparer ces matériaux-là pour avoir une pile qui serait moins problématique, puis une où est-ce qu'on concentrerait tous les problèmes. Donc, ça serait bien de savoir ça avant même que les stériles soient transportés sur la halde. Donc, qu'est-ce que Youssef a fait? Il est allé avec l'équipe de géologie et il a obtenu le logage géologique de plus de 12 000 carottes de forage. Et il voulait tenter de voir est-ce qu'on est capable de représenter spatialement la distribution de l'arsenic dans le gisement Roberto de la mine Éléonore. Donc, ce qu'il a regardé d'abord, ce qu'il a obtenu comme information, c'est des quantifications, disons, qualitatives, c'est drôle un peu à dire, là, mais des informations plus qualitatives sur l'occurrence d'arsénopyrite dans les carottes de forage. Donc, ce qu'il y avait comme information, c'était l'intervalle, donc sur quelle distance, disons, entre, sur quel intervalle il y a occurrence d'arsénopyrite, et cet arsénopyrite-là était évalué sur une échelle, disons, standardisée, avec un chiffre de classe de 0,01 à 100. Donc, c'est comme ça que les géologues identifiaient l'occurrence d'arsénopyrite. Il avait aussi certaines analyses qui avaient été faites en laboratoire de la concentration d'arsenic. Par contre, il n'y avait pas suffisamment d'analyses pour pouvoir associer les occurrences d'arsénopyrite directement avec, ça correspond à quel pourcentage d'arsenic. Donc, nos analyses d'arsenic étaient insuffisantes pour avoir une bonne représentation spatiale. Il a remarqué aussi, à travers toute sa compilation des logs de forage, que la grande majorité des occurrences d'arsénopyrite étaient classées dans seulement 5 classes. Fait qu'il a travaillé avec ces 5 classes-là pour la suite. Donc, ce qu'il a fait, il a d'abord représenté les 5 classes principales, 0,1, 0,5, 1, 2, 3, et il a mis les mesures d'arsenic qui avaient été obtenues, là, les différentes analyses qui ont été faites pour chacune des classes. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même une certaine variabilité par classe, mais on voit malgré tout que la moyenne augmente avec plus qu'on augmente le chiffre de la classe. Comme vous voyez ici, sur une population, ça c'est le nombre d'occurrences d'arsénopyrite, par exemple, de 4203 dans la classe 0,1, on avait seulement 71 analyses. Donc, c'était pas assez pour vraiment bien représenter toutes les analyses, toutes les occurrences du gisement. Donc, ce qu'il a fait, Youssef, il est parti avec 2 hypothèses principales. La première, c'est que l'arsénopyrite, c'est le principal minéral porteur d'arsenic. Et que le nombre d'analyses qu'on a ici, sur cette graphique-là, c'est suffisant pour représenter la variabilité à l'intérieur d'une classe. Et ce qu'il a fait, il a extrapolé, il a développé une méthodologie pour extrapoler des valeurs d'arsenic à toute la population, donc à tous les intervalles d'arsénopyrite, en maintenant cette variabilité-là. Il a utilisé les simulations Monte Carlo pour réaliser ça. Et ensuite, il a utilisé les variogrammes 3D pour décrire la continuité spatiale et établir le modèle 3D. Donc, très rapidement, parce que c'est très mathématique, là, je n'irai pas trop dans les détails. Ici, on voit un graphique de données générées. En jaune, ce sont les points existants, donc ce qu'on avait comme mesure d'arsenic. Et en vert rose, ouais, c'est les données qui ont été générées. Et on voit ici la somme là, de toutes les données générées. Il a généré plus de 80 000 données et on obtient une représentation qui est statistiquement semblable à ce qu'on avait au départ avec seulement les analyses. Ensuite, il a pu modéliser, faire un modèle 3D de la distribution de l'arsenic. Ça, c'est pour tout le gisement. Mais bon, ça ne nous donne pas tout à fait toute l'information qu'on veut. Si on veut savoir vraiment qu'est-ce qu'on va faire, comment seront nos stériles, bien, il a superposé avec le plan de minage.
Et là, on voit les chantiers qui vont être extraits et on voit aussi le niveau là, d'arsenic là-dedans. Puis ce qu'on voit dans le fond, c'est que là, il n'y a plus bien des zones bleues pâles. Donc, ça va être difficile de faire de la ségrégation de stériles dans ce cas-ci, puisqu'il y a quand même de l'arsenic un peu partout. Donc, les conclusions du projet, une des grosses parties, ça a été de démontrer la méthode de génération des données à partir des observations géologiques qualitatives. Il a montré aussi que la ségrégation des stériles était peu applicable là, en raison des concentrations élevées qui étaient réparties dans tout le gisement. Puis, évidemment, on propose plutôt de favoriser là, l'utilisation des stériles dans les applications où il y aurait une meilleure stabilité géochimique que juste empiler en surface. Et évidemment, on a besoin de poursuivre avec la réactivité, parce que ça ne veut pas dire qu'il y a tant d'arsenic que ça va nécessairement être contaminant. Et bon, ça démontre aussi l'importance de la collecte puis du partage aussi des données entre les disciplines. Fait que je vais passer rapidement au projet 2 sur les outils et technologies de logage automatisé et leur rapport en géométallurgie et en géoenvironnement. C'est un projet qui a été réalisé par Alban Duvernois dans le cadre aussi d'un stage MITAX qui était à l'intérieur de son projet de maîtrise qu'il a réalisé à l'UQAT. Le stage MITAX était sous la supervision de Raphaël Mermillot-Blondin, Mostafa Benzazoua et moi-même. Mais Isabelle? Oui? J'aurais une question parce que là, on va s'y perdre. Dans le projet précédent, ça veut dire que les matériaux non problématiques pourraient être identifiés pour éventuellement une valorisation comme des agrégats? Oui. Et les matériaux problématiques, là, évidemment, le modèle n'a pas démontré. Il y en avait partout, là, mais il y a des cas où ça ne sera pas le cas. C'est ça, c'était ce cas particulier. On va continuer oui. à chercher. Les matériaux problématiques, à ce moment-là, vont être en moins grand volume, ce qui veut dire que les infrastructures pour les contenir seraient moins importantes. Beaucoup plus petites, et donc des investissements moins importants en conséquence. Oui. OK, merci. Oui. Donc, le deuxième projet, avec le premier projet, on a vu que c'était important d'avoir suffisamment de données, surtout via là, les logs de forage, là, des données sur la composition de nos matériaux. Donc, le projet ici, le deuxième projet, ce qu'on voulait faire, c'était d'évaluer des outils puis des technologies existantes pour le logage automatisé des carottes de forage, puis estimer leur rapport potentiel là, dans une approche géo-environnementale. Donc, comment on peut générer plus de données de façon rapide et à un faible coût. Les différentes méthodes qui ont été investiguées utilisaient le spectre électromagnétique. On voit ici différents types de façons, en tout cas, différentes façons qu'on peut analyser. Et Alban, lui, il a fait une évaluation là, de ces différentes technologies-là. Et il en a choisi 3 qui semblaient avoir un potentiel plus intéressant. Ce sont la fluorescence X, l'imagerie hyperspectrale, puis la spectrométrie sur plasma induit par laser, ou ce qu'on appelle le LIBS. Donc, ce sont des méthodes qui sont un peu différentes, c'est des longueurs d'onde différentes qui sont analysées. Par exemple, la fluorescence X puis le LIBS vont faire plus d'analyse élémentaire, tandis que l'imagerie hyperspectrale va faire plus va évaluer plus les minéraux. Ensuite, il a identifié c'était qui les fournisseurs, les personnes qui pouvaient fournir soit la technologie ou le service d'analyse pour chacun de ces technologies, pour l'hyperspectral, la fluorescence et le LIBS. Et ensuite, il a pu contacter ces fournisseurs-là pour leur demander, OK, dans quel type d'informations on peut obtenir de vos équipements. Fait qu'en parallèle, il a fallu nous aussi, déterminer c'est quoi les informations qu'on souhaite avoir de ces technologies, de ces outils de logage. Donc, on a fait une cartographie ici de différents types d'informations. On a, là, je sais que c'est petit, là, fait que je vais juste vous donner quelques exemples. On avait divisé ça en 4 principaux types d'informations, l'information géologique, métallurgique, environnementale et géotechnique. Donc, quand on parle d'information géologique, c'est plus la minéralogie détaillée, les textures. L'information métallurgique, c'est plus la taille des grains, la libération. Au niveau environnemental, c'est le potentiel de neutralisation, la présence d'éléments délétères. Puis au niveau géotechnique, on peut parler du RQD, des altérations des joints.
Donc, toutes ces informations-là, idéalement, on les obtient, puis on peut les combiner dans un modèle qui va nous donner une belle représentation de notre gisement. Donc, suite aux réponses de chacun des fournisseurs, de ceux qui nous parlaient de leurs appareils, Alban il a établi une charte, je pourrais appeler ça une charte, oui, un résumé, disons, des différentes technologies. Dans chacun des cas, on a testé, on a évalué, en fait, deux types d'appareils pour l'hyperspectral, pour la FRX et pour le LIBS. Donc, un qui était un petit peu plus précis, disons, un peu plus gros, qui analyse une plus grande surface, et un autre qui est plus de type portatif ou linéaire, donc qui va beaucoup plus rapidement. Et ce qu'on voit ici, on a nos différents domaines, les informations qu'on souhaite obtenir, et puis le code de couleur nous dit qu'est-ce qui fonctionne bien, qui fonctionne en orange approximatif. En jaune, il faut faire vraiment attention, ça dépend du type de calibration. Et en rouge, bien sûr que ça ne fonctionne pas ou ce n'est pas un appareil qui est capable de fournir cette information-là. Fait qu'en gros, là, si on regarde l'hyperspectral, ça nous donne quand même des bonnes informations sur la minéralogie, texture, mais c'est ça, comme je vous ai dit, ça n'analyse pas les éléments, donc c'est pas, au niveau identification élémentaire, c'est pas terrible. Tandis qu'ici, le FRX et le LIBS donnent plus d'informations au niveau élémentaire, mais moins précis là, au niveau de la minéralogie. Puis si on s'intéresse à l'environnement, bien, on voit ici, là, LIBS et FRX donnent quand même des bons résultats, mais dans d'autres choses, ils ne donnent pas toutes. Fait qu'en gros, là, on n'a pas un appareil qui va répondre à tous nos besoins et ça va être une combinaison là, qui serait souhaitable. Donc, la synthèse de ce travail-là, c'était que, comme je vous ai dit, la combinaison d'outils, c'est ce qui est souhaitable pour obtenir le maximum d'informations. Puis ce qu'on voit aussi, c'est que souvent les outils, c'est des outils qui sont déjà existants, qui sont déjà utilisés, mais qui ne sont pas nécessairement utilisés à leur plein potentiel. Donc, il y a possibilité d'aller chercher beaucoup plus d'informations des analyses qu'on fait déjà. Parce que, par exemple, des données qu'on va appeler anecdotiques là, pour certains géologues, parce que c'est souvent les géologues qui manipulent ces appareils-là, bien, pour eux, ça n'a pas l'air, c'est peut-être pas important, cette donnée-là, mais pour quelqu'un en environnement, c'est hyper important. Donc, c'est ça, il faut trouver une façon d'uniformiser l'information puis avoir un bon conduit là, de l'information. Ce projet-là a une suite. Donc, il y a évidemment du développement continu qui se fait là, chez les fournisseurs, les centres de recherche pour améliorer les produits. Donc, on a aussi besoin de poursuivre les travaux de gestion et d'intégration de toutes ces données-là dans les modèles géométallurgiques et géo-environnementaux. Et dans le cas du projet avec Agnico Eagle, il y a eu un envoi d'un grand nombre d'échantillons qui a été fait aux fournisseurs pour qu'on voit justement qu'est-ce que ça donne là, qu'est-ce que leurs appareils sont en mesure de fournir. Parce que ce que je vous ai montré, c'est ça, c'est ce qu'ils nous ont dit. Là, on va dire, est-ce que ça fait réellement la job? Donc ça, c'est en cours d'évaluation. Donc, pour finir là, ma présentation, je vous ai présenté 2 projets sur l'optimisation des données, donc les thèmes 1 et 2 là, de l'axe plus environnement. Donc, un projet qui était plus dans un contexte d'optimisation de la gestion des stériles en amont des opérations, puis un autre qui était plus contexte d'évaluation géométallurgique et géo-environnementale à partir des carottes de forage. Puis globalement, bien, ce qu'on observe, c'est que vraiment, pour optimiser les données, on a besoin de communication efficace entre les différentes disciplines, géologues, métallurgistes, géochimistes, les responsables de l'environnement, pour que les bons outils soient utilisés de la bonne façon, puis que les informations les plus pertinentes soient extraites et bien comprises et bien utilisées là, par les personnes qui doivent prendre des décisions. Donc, je voudrais remercier, bien, c'est sûr, MISA, parce que c'est grâce à eux, dans le fond, que ces projets-là ont eu lieu, MITAX et nos partenaires Newmont Mines, Eleonore, Mines Agnico Eagle, puis les différents étudiants et professeurs qui ont participé au projet. Merci.